c'est un petit peu revenir sur mon travail de thèse. Et puis et ce que je voulais faire, c'était le prolonger, montrer finalement qu'il peut y avoir peut-être une continuité entre ce qu'on pourrait dire un épuisement finalement du mouvement autochtone qui est plutôt politique et juridique au Canada, et qu'il y a des nouvelles luttes, des nouvelles formes de lutte plus symboliques, qui font appel à des logiques d'action qui sont différentes, qui sont plus performatives. Et donc notamment cette commission, et puis le mouvement aussi, je dirais quelques mots, le mouvement Idle No More qui a émergé il y a 2 ans maintenant, et qui est un peu maintenant comment dire, en léthargie, mais qui a surpris quand même beaucoup de leaders autochtones, qui a surpris les médias, qui a surpris beaucoup de monde. Quand je parlerai d'autochtones, je ne pense pas ça de manière fixe et immuable. Je ne reprends pas non plus la catégorie politique. Mais bon, il y a faute de mieux, j'utilise ça comme terme pour rassembler un petit peu pour parler de cette identité, mais qui n'est pas du tout quelque chose de consensuel ou de fixé. Souvent, on dit, bon, il y a des Inuits au Canada, il y a des Esquimaux, d'accord, on a tous lu Jean Mallory, il a beaucoup essaimé en France. Les traités historiques qui ont été signés au Canada depuis en fait la fin du 19e, très très dense. Tout le territoire, si vous voulez, en gros, est soit a été déjà négocié, les droits ont déjà été... Enfin, il y a déjà une entente, un traité historique qui a été signé, ou alors ils font l'objet d'une revendication territoriale. Les activités, on va dire, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles sont possibles à condition que les autochtones soient consultés, qui donnent leur accord, et moyennant donc des compensations financières. Donc il y a des transferts financiers qui se font régulièrement, ce qui fait que le niveau de vie est beaucoup plus est meilleur, on va dire, dans cette région-là que dans, par exemple, la région plus à l'est, chez les Inuits. Alors ma thèse a porté finalement sur cette revendication territoriale avec les Inuits. Donc la revendication porte sur ce qu'ils appellent le Nitassinan. C'est enfin, au départ, en tout cas pour les autochtones, l'idée c'est ça, c'est revendiquer donc l'ensemble de cette région qui s'appelle le Nitassinan, qui veut dire en Innu la terre-mère. Et donc en rouge, on voit ce sont les réserves Innu au Québec. Donc il y a déjà 11 nations autochtones au Québec. Donc les Inuits font partie, il y a aussi les Algonquins, il y a aussi les Mohawks qu'on connaît un petit peu plus, qui font un petit peu plus de bruit. Les Inuits, bon. Donc on va en gros, moi les exemples à partir dans lesquels je vais puiser, c'est surtout des exemples qui relèvent donc de cette analyse des revendications territoriales menées par les Inuits depuis les années 70. Donc en gros, il y a vraiment un morcellement, si vous voulez, une fragmentation de la lutte. Vous voyez aussi que le territoire en fait visé par les Inuits chevauche en fait la frontière du Labrador. Donc j'ai intitulé cette présentation Triste Grand Nord avec un point d'interrogation, déboires et espoirs des résistances autochtones au Canada, référence à Triste Tropique, qui posait un regard très pessimiste sur l'état des sociétés traditionnelles en Amazonie. À voir effectivement l'échec des luttes des autochtones donc pour enrayer les inégalités sociales, leur dépendance envers l'État, la violence qui mine les communautés. Effectivement, on peut pencher vers l'affirmative pour étayer un petit peu cette image victimaire qui n'est pas une image, qui n'est pas un construit social mais qui est une vraie réalité dans les réserves autochtones. En gros, dans le domaine du travail, le taux de chômage dans une réserve en 2006, c'est 23% de la population active. C'est un pourcentage 4 fois supérieur à celui des non-autochtones. En 2011, 14 000 enfants âgés de moins de 14 ans
donc étaient placés en famille d'accueil. Ça représente à peu près 3,6% des enfants autochtones sont placés dans des familles d'accueil. En comparaison, c'est 0,3% des familles canadiennes, des enfants canadiens qui sont placés, qui font l'objet d'un placement. Les membres des Premières Nations, donc des Amérindiens, sont 6 fois plus susceptibles de mourir à cause de problèmes liés à l'alcool et 3 fois plus susceptibles de mourir à cause des problèmes de consommation de drogue. Les suicides sont 2 fois plus nombreux donc chez les autochtones que dans le reste de la population canadienne. Et pour les Inuits, le taux de suicide est 6 ou 7 fois plus élevé. 6 à 11 fois, pardon, plus élevé que dans la population canadienne. C'est ce que j'ai pas compris. 2 fois plus de suicides? Oui, il y a 2 fois plus de suicides chez les Amérindiens. Ouais. Et 6 à 11 fois dans la population inuite. D'accord. Alors cette vulnérabilité sociale donc, a également pour conséquence un taux 3 fois supérieur de violences faites aux femmes. Ça on en a beaucoup parlé, des femmes disparues, des femmes assassinées. En Saskatchewan, une province de l'ouest du Canada, 60% des femmes portées disparues étaient autochtones, alors qu'elles ne représentent que 6% de la population. Donc là, on est face à vraiment un problème social, vraiment un gros problème social qui fait l'objet qui est un des enjeux aussi de la campagne des élections fédérales là, qui aura lieu en octobre, puisque le Premier ministre a refusé de mettre en place une commission d'enquête publique sur cette question, prétextant que ce n'était pas un problème sociologique, mais que c'était un problème uniquement judiciaire. Donc cette représentation misérabiliste et victimaire à laquelle, qui est véhiculée par les représentations et les représentations populaires, bien sûr, c'est pas que ça, les questions autochtones. Depuis les années 70, ce sont aussi des acteurs à part entière de la scène politique à la fois locale, nationale et internationale. Donc le mouvement en tant qu'acteur collectif a connu de nombreux succès depuis 1969. La reconnaissance et la protection des droits ancestraux et du titre aborigène dans la loi constitutionnelle de 1982. Donc en gros, la Constitution canadienne, il y a 2 parties. Il y a la Charte des droits et des libertés. Et puis la deuxième partie, c'est sur les droits des autochtones. Donc déjà là, on voit qu'il y a une séparation claire entre, on a des droits collectifs autochtones, et puis de l'autre côté, on a des droits individuels qui sont liés finalement aux droits humains. Liberté de conscience, etc. Mais c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Donc d'ailleurs, dans les années 80, le grand débat a été comment on articule, est-ce qu'on peut articuler, est-ce que les droits collectifs des autochtones ont préséance sur les droits, sur les droits individuels, etc., ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a eu aussi une mise en place de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones en 1990, puis plus récemment la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Donc, le mouvement autochtone n'est pas donc uniforme. À côté de ces luttes politiques, il y a bien d'autres formes aussi de résistance qui se développent. On a vraiment des nouveaux acteurs, donc des jeunes hommes scolarisés, des femmes, des vétérans, qui apportent finalement aux conflits locaux une dimension globale. À ce moment-là, on est à la fin des années 60, début des années 70. Il y a, donc c'est les luttes pour la décolonisation, c'est l'expansion des droits humains, etc. Donc on fait référence aux Kanaks, on fait référence aux Algériens. On est vraiment dans une effervescence anticoloniale, etc. Donc on n'est pas du tout, à ce moment-là, dans un mouvement politique centré sur soi-même, etc. On est vraiment dans une lutte pour la reconnaissance des droits humains. Il y a une solidarité. Ça, c'est important de noter ça. Il y a une solidarité entre les acteurs, une solidarité qui se trouve par la reconnaissance chez l'autre d'enjeux communs. À ce moment-là, les Québécois
soutiennent les luttes autochtones. Les autochtones soutiennent les luttes des Québécois. Je ne dis pas au niveau politique et des leaders, mais je veux dire, le militant du Parti québécois des années 60, 70, de la Révolution tranquille, il est pour les luttes d'autodétermination, quelles qu'elles soient. Et c'est drôle, à ce moment-là, ils ne sont pas concurrents, mais ils sont plutôt alliés contre le pouvoir fédéral. D'ailleurs, les politiques multiculturelles que Trudeau mettra en place en 1973 sont faites pour contrer à la fois le mouvement autochtone et les luttes et les velléités indépendantistes souverainistes du Québec. Il y a une solidarité, les discours, etc. Il y a une solidarité, même les aînés qui vivaient à ce moment-là à Montréal, etc., témoignaient, ils militaient au Parti québécois aussi. Il y avait des autochtones qui militaient au Parti québécois. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est radicalement différent. C'est les hosties d'Indiens qui ne payent pas de taxes, etc. Donc comment on en est arrivé là? C'est un peu l'idée, moi c'était un peu la question de ma thèse, je me dis mais c'est pas possible, comment en l'espace de 40 ans, un mouvement d'autodétermination comme ça, une lutte qui porte quand même, qui est progressiste, etc., s'enferme et se replie. Donc ça c'est après les années 70, face à cette effervescence, et pour régler les différends territoriaux, donc au Québec et en Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada se dote d'une politique de revendication territoriale qui consiste à encadrer les négociations. Donc, on n'est plus dans un mouvement là populaire où on va s'exprimer, où on va dire etc. Le gouvernement à ce moment-là dit bon, nous on va créer une politique et si vous voulez avoir des droits, il faut vous inscrire dans cette politique-là. Donc ça c'est 1973, et à ce moment-là, on voit un changement, c'est-à-dire qu'on voit donc toutes les manifestations populaires qui ont lieu à Ottawa, etc., sont réprimées par la police parce qu'elles sont jugées illégales, et les leaders autochtones, les politiques, les avocats reviennent sur le devant de la scène et formulent leurs revendications en termes juridiques, en termes politiques.